extraordinaire qui était l'éclairagiste de Diaghilev, et puis aussi le directeur artistique. Il faisait des choix toujours très informés. Il avait un goût parfait. Il était aveugle à la fin de sa vie. Moi, je l'emmenais au spectacle. C'était toute une affaire de le descendre de son escalier, de prendre le taxi dans sa ruelle du Marais, de le mener au théâtre du Châtelet, d'arriver au premier rang du théâtre. Il était en plus handicapé. Il avait beaucoup de difficultés à marcher et il voyait tout. Il était aveugle et il voyait tout du spectacle, tout ce qui était bon et tout ce qui était mauvais. Donc un goût parfait. Et alors, c'était un vieil homosexuel, évidemment, mais d'une race intrépide et qui n'existe plus aujourd'hui. C'est-à-dire, je ne pourrais pas imiter ni son écriture qui était inouïe, ni son accent rocailleux de Saint-Pétersbourg que les journalistes russes de la perestroïka venaient écouter parce qu'il parlait un russe que plus personne ne parlait après le passage des 3 générations soviétiques. Il disait, on était venu avec du thé la première fois, jamais de thé chez moi, que du vin. Il buvait beaucoup et s'il avait des difficultés à marcher, c'est que très souvent il s'était cassé la figure ou qu'on lui avait cassé la figure dans la rue. Il y a un certain nombre de mots, ajoutait-il, qu'il ne faut pas prononcer chez moi. Automobile, mariage, convenance. Et alors ça, c'était très fort. Et ne prononcez pas non plus le mot amour. Le mot amour, disait Alain Cuny, un autre témoin que j'ai rencontré, c'est une infamie. Ça se pratique, ça se fait, ça ne se dit pas. C'est un mot qui dissimule trop de contradictions. Et de sa très longue aventure avec Diaghilev, ensuite il a eu une autre aventure avec Bérard, grand peintre, grand décorateur. Il disait, et ça c'est une phrase qui m'a beaucoup marqué, on a fait une émission Bernard et lui et moi avec lui, il disait « On s'est entendu, c'est tout ». Et pour moi, c'est une grande leçon de non-conformisme, cet homme qui a toujours vécu à travers le siècle, qui l'a traversé de biais, avec beaucoup d'humour face aux honneurs, aux grandeurs, les partageant. Il ne détestait pas aller manger en smoking au Meurice et être reçu chez les Rothschild, mais regardant tout ça avec beaucoup de distance. Et je me suis occupé de lui, sa maladie, sa mort ont coïncidé avec celle de Bernard. Je me suis occupé de lui parce que Bernard me disait « occupe-toi de lui aussi ». Bon. Et il vivait comme un clochard au premier étage de sa maisonnette, rue Marie-Stuart. Mais c'était vraiment dégueulasse. Le vieil évier qui n'avait pas été refait depuis l'avant-guerre, la baignoire pleine de boîtes de conserve, mais en bas, il y avait le grand salon. La toile qu'il imaginait être de Géricault, les cadeaux de Picasso, tous les objets qui ont été vendus à la vente après sa mort à Monte-Carlo et qui étaient le témoignage d'une grandeur et d'une splendeur qui me laissait ébahi parce qu'elle était construite sur la liberté. Rien n'avait été acheté pratiquement, tout avait été donné par ses amis. Bon, j'aimerais encore mais Brahim peut reprendre le dialogue avec notre ami technicien. Non, mais c'est tellement passionnant que j'espère que vous êtes venu avec des livres pour pouvoir les vendre dès ce soir. Non, je suis venu avec un seul livre. Oui. Mais j'en ai envoyé un à Yag. Sur la couverture de votre livre, on voit Chanel face à un homme dont on ne voit que la main, et cette main tient un masque. Est-ce que c'est une photo que vous avez choisie à dessein ? Oui. Et par exemple, est-ce qu'elle a masqué sa bisexualité ? Non. Elle n'a jamais fait scandale avec ses amours successives. Elle pratiquait le tuilage. Qu'est-ce que c'est que ça ? Le tuilage, ça veut dire que quand il y a un amant qui va s'effacer, un autre est déjà prêt. Et elle pratiquait aussi, je pense, le tuilage entre les hommes et les femmes. Et Maggie Van Zuylen, vous il me semble quand même que la bisexualité est intervenue sur le tard, quand il n'y avait plus d'espoir de plaire aux hommes, et qu'un certain nombre de personnes avec qui elle avait vécu, à qui elle avait rendu de nombreux services, Maggie Van Zuylen, elle l'avait dissimulé pendant la guerre, ses mannequins,
Ça faisait partie des obligations de la maison Cambon que de fricoter sous l'édredon, comme dit Paul Morand, qui aime toujours les lesbiennes et les homosexuels, avec Chanel. Je pense que c'est une affaire qui est venue sur le tard et qui fait partie du deuil dans votre livre. Qui fait partie du deuil du bonheur qu'elle a décidé après la Seconde Guerre mondiale et la fin de la plupart de ses espérances. Alors, moi, je voudrais parler un peu de votre style, qui est, je dirais, souple et élégant, mais sans la moindre préciosité, souvent suggérant plutôt qu'affirmant. Et vous dites l'histoire est affaire d'écriture et de style. Alors, bon, quand on lit votre livre, c'est vrai que ça correspond tout à fait. Je voulais savoir si ce livre vous a, comment dire, c'était peut-être pas nécessaire, mais par le miracle de l'écriture, vous a rendu une intimité nouvelle avec Bernard. Alors, c'est une esthétique de la diminution que j'ai pratiquée dans l'écriture. C'est normal quand on parle de Chanel, qui disait quand il y a un violon, il n'y a pas besoin qu'il y en ait deux. Et qui disait aussi, s'il n'y a pas besoin de violon, on n'en met pas. Et qui a été formé à la simplicité cistercienne pendant toute son enfance dans l'abbaye romane d'Aubazine. Ah oui, j'ai retrouvé, d'abord dans la préparation du livre, en manipulant les notes que nous avions écrites, les papiers où j'essayais de déchiffrer son écriture. C'était un peu délicat, 20 ans, 25 ans après, de retrouver les notes manuscrites. Dans la préparation, je l'ai retrouvé. Dans la réalisation aussi, et puis alors dans la publicité qui a pu être faite chez vous, mais un peu partout, grâce au prix Goncourt, à ce livre. Et mon grand bonheur, c'est que maintenant, sur le net, parce que ça m'arrive de consulter, quand je tape Bernard Costa, c'est plus le dentiste d'Angoulême qui s'appelle Bernard Costa, l'entreprise de fleurs, Bernard Costa de Montreuil, c'est Bernard Costa, Chanelise avec Jean Lebrun. C'est-à-dire que j'ai sauvé son nom. Le nom de Bernard m'a sauvé et j'ai sauvé son nom. Et un de mes grands bonheurs aussi, c'est de pouvoir dédier ce livre à son frère, qui a été le seul dans sa famille à se comporter correctement quand il était malade et qui trouve une rétribution un quart de siècle après la générosité qu'il a lui-même manifestée. Donc, vous disiez qu'elle était généreuse, Chanel, mais donc là, merci Chanel. Alors, oui, elle était généreuse, mais elle n'était pas bonne, et ça a été une fée pour Bernard, et je lui en suis extrêmement reconnaissant. Merci Jean Lebrun. Oui, on revient à votre parcours. Vous avez fait vos études dans un collège catholique, puis avez été journaliste à la Croix, et pour la revue Esprit. Tous Qu'est-ce deux que vous allez me imprégnés demander à cause de christianisme. À cause de ce passé. Alors, que pensez-vous en fait en tant qu'homosexuel de l'attitude de l'Église catholique française depuis le débat sur le mariage pour tous? Je ne sais pas s'il y a une attitude propre de l'Église catholique française. Il y a une attitude de l'Église dans son ensemble. Je me souviens avoir posé la question à l'antenne à un vieux cardinal suisse, le cardinal Cotier. C'était dans un couvent romain où nous étions installés pour Radio France au moment de l'élection de Benoît XVI. Et alors je lui pose la question à peu près dans les termes qui sont les vôtres. Et alors il m'a foudroyé du regard, mais il m'a dit « Mais monsieur, ne sachant rien de ma personne, mais il n'y a pas d'attitude hostile vis-à-vis des personnes homosexuelles. Croyez le bien, il y a un problème philosophique avec l'homosexualité qui tient à une certaine théologie de la nature qui domine dans l'Église catholique, mais pas dans tous les secteurs de l'Église catholique, pas dans tous les siècles, pas dans toutes les époques de l'Église catholique. Bon, alors, ça c'est la réflexion générale, c'est une position durable de l'Église qui ne concerne pas les personnes, qui concerne les actes et qui dit que l'homosexualité n'est pas la meilleure solution pour la vie humaine, mais l'usure n'est pas non plus la meilleure solution, mais le divorce n'est pas non plus la meilleure solution, etc., etc. Alors, en ce qui concerne l'attitude de l'Église catholique française, moi, je trouve assez naturel que les catholiques
catholiques prennent position publiquement et diversement sur le sujet, parce que le mariage pour tous, c'est quand même une question qui mérite débat, et surtout, derrière le mariage pour tous, il y a toutes les questions relatives à la post-humanité qui nous menace, à la commercialisation des techniques de transformation du corps, et il est naturel que l'Église prenne position. En revanche, je ne trouve pas naturel, je m'excuse de reprendre le vocabulaire de la nature que j'aime pas beaucoup, je ne trouve pas normal que l'Église s'associe avec des mouvements politiques et participe en tant que tel à des manifestations dans la rue, dans la première partie de la phase de contestation du mariage pour tous. Là, il y a un très très grave danger. Moi, je suis effaré de voir comment les thèses proches du Front National ont pénétré le catholicisme pratiquant, comme elles pénètrent tous les milieux. Il y aura bientôt autant de catholiques pratiquants anti-musulmans que d'homos anti-musulmans. C'est dire que le chiffre est vertigineux. Et il me semble que les responsables pastoraux en France auraient dû mettre le haut là et qui devraient se préoccuper davantage de la manière dont leurs ouailles, dont leurs fidèles acceptent les thèses du Front National, votent sans sourciller maintenant dans une proportion comparable à celle des Français pour le Front National, alors que quand même, s'il y a bien un vocabulaire antichrétien, c'est celui du Front National qui dit en substance que l'humanité est sauvée parce que les hommes ne sont pas frères. Et le catholicisme, il dit ça, que les hommes sont frères. Alors moi, je pense que l'Église catholique n'aurait pas dû s'engager politiquement dans des manifestations, que les évêques n'auraient pas dû participer à des manifestations, que les cars n'auraient pas dû pénétrer des cars n'auraient pas dû partir des paroisses pour aller dans les manifestations. J'ai été très choqué, allant toujours à la trappe, d'entendre pour une fois une prière universelle à la trappe en faveur de la manifestation du mariage pour tous. Je n'avais jamais entendu pendant 30 ans à la trappe une parole politique. Et alors, si les évêques doivent avoir une parole politique, qu'ils la portent sur la question du Front National. Et là, ils ont peut-être encore un peu d'influence, ils semblent en avoir encore un peu, qu'ils portent le fer là, parce que le danger est là. Alors, nous allons faire réagir un peu maintenant Christophe Martet de YAG, avant de revenir un peu sur tout ce qui est développé donc sur YAG. Un commentaire concernant le livre de Jean Lebrun que je n'ai pas lu, donc je ne peux pas le commenter, mais ce que je voudrais rebondir à ce que Jean vient de dire, c'est vrai qu'on n'a jamais entendu les 40% de catholiques qui étaient pour le mariage pour tous. Et c'est vrai que la hiérarchie catholique a complètement étouffé les paroles, sinon dissidentes, en tout cas ceux des catholiques, ceux et celles des catholiques qui considéraient que voilà, ouvrir le mariage aux couples de même sexe, c'était pas une abomination, que c'était pas la fin de la civilisation, et qu'au contraire, ça ne faisait que quelque part remettre dans la famille, la grande famille, des gens qui avaient été un peu exclus. Il faut dire quand même que le journal de la Croix, dont j'attends avec curiosité le papier qu'il publiera peut-être un jour sur mon livre, mais pour ça c'est de la vanité, il faut dire que le journal de la Croix a pratiqué, lui, l'information diverse et a donné non sans péril, et c'était vraiment un exercice acrobatique, les différents points de vue catholiques qui sont en effet, comme vous le disiez Christophe, beaucoup plus variés. C'est vrai, c'est très intéressant en ce moment de voir la série Ainsi soit-il, justement, parce qu'elle est traversée par tous ces débats sur le mariage, sur l'homosexualité. C'est effectivement, comme vous le disiez, on ne condamne pas les personnes, au contraire, on veut les accueillir, mais c'est le péché, pas le pécheur. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on... Oui. Je ne suis pas contre les potiers, juste la poterie. Voilà. Oui, c'est ça. Non, mais ça a autant de sens. Ouais. Alors, le pape a quand même dit... Il y a quand même quelques bonnes nouvelles dans les séquences historiques terribles que nous vivons. Et il y a l'arrivée de ce pape. Le pape a quand même dit que le problème aujourd'hui n'était pas sans cesse de mettre l'accent sur la morale sexuelle, mais qu'il y avait quand même d'autres difficultés à résoudre dans la vie chrétienne. Et là, il y a un vrai combat là, qui se déroule autour des questions de sexualité et de famille entre tendances de l'Église. Et c'est un combat à mort. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on est surpris quand même par la disproportion entre
les questions qui nous préoccupent, le mariage pour tous, la GPA, la PMA, ça concerne quelques milliers de citoyens et de citoyennes en France, et on en fait une affaire d'État. C'est-à-dire que dans beaucoup de pays, c'est passé comme une lettre à la poste, parce que ce n'est quand même pas non plus ça ne concerne pas non plus une immense majorité, une grande partie des citoyens. Donc, moi, j'étais très surpris là, ces dernières semaines par l'attitude des journalistes. Systématiquement, ils invitaient, notamment sur France Inter, que j'écoute tous les jours, ils invitaient un politique ou une politique, et systématiquement, la question revenait sur est-ce que vous allez abroger la loi sur le mariage, est-ce que vous allez... On a envie de leur dire, mais attendez, vous avez un programme économique, vous avez un programme de politique étrangère, vous avez un programme contre le terrorisme. Non, on parlait du mariage pour tous. Donc, quelque part, il y a une instrumentalisation. Moi, je me sens, en tant que gay, je me sens instrumentalisé pour des clivages politiciens. Sarkozy qui revient, qui dit que la famille a été humiliée, qui va revenir sur le mariage, alors qu'il sait très bien que ça ne se fera pas. En Espagne, ils ont dit, la droite avait dit on reviendra sur le mariage. Ils n'ont pas pu revenir sur le mariage parce que forcément la Constitution, le Conseil constitutionnel mettrait le haut là. Donc voilà, on est dans une grande hypocrisie. On est effectivement dans une guerre de communiquer, une guerre de paroles et nous on sert quelque part un peu de chair à canon. C'est-à-dire voilà, on est balancé comme ça. On entend des choses épouvantables, même y compris par le Premier ministre l'autre jour qui a dit que par rapport à la GPA, mais vous vous rendez compte, c'est honteux, une femme qui abandonne son enfant à la naissance, alors que la GPA ce n'est pas ça. On peut en penser ce qu'on veut, mais ce n'est pas ça. C'est pas une femme qui abandonne son enfant à la naissance. Donc on est caricaturé. Les gens et c'est violent quand même quand vous êtes vous-même gay ou lesbienne, c'est violent. Et la manifestation de l'autre jour où vous aviez ces micros de BFM qui se tendaient devant n'importe quel manifestant. Alors, pourquoi vous êtes là? Et les gens disaient des horreurs sur les homosexuels, toujours avec c'était le sirop, quoi. Non, mais je n'ai rien contre les homosexuels, mais et le mais c'était terrible, quoi. C'était en gros ils peuvent pas avoir d'enfants, ils peuvent pas faire d'enfants, ils peuvent pas aimer les enfants, voilà. Donc on est des monstres, on est des gens en dehors de la société. Et c'est quand même là, il y a aussi une leçon par rapport aux journalistes, parce que c'est pas parce qu'on tend un micro qu'on est journaliste, quoi. Il faut quand même contextualiser, il faut quand même remettre tout ça dans une histoire, dans un mouvement. Donc les politiques, enfin tout ce système médiatico-politique se sert un peu de cette question, voilà, pour leur agenda, mais qui ne correspond absolument pas à une réalité, quoi. Et c'est vrai que parfois, quand vous parlez même à des hétéros qui vous disent « moi, je suis pour le mariage, tout ça », mais tout ça pour ça, quoi. Tout ça pour ça. Jean Lebrun, qu'est-ce que vous pourrez dire un peu à ces familles qui ont traîné leurs enfants à ces marches, ces familles un peu de cathos, des jeunes enfants cathos qui pourraient un jour peut-être finir homo et se révéler homo. C'est ça qui est un peu... Oui, les familles ont traîné les enfants. On ne se scandalise pas que des militants de la CGT ou des militants communistes aillent militer et manifester en famille. On ne les met pas autant en avant quand même, les enfants, dans les manifs de la CGT. Hein. Oui, enfin... On ne le baïonne pas, on ne leur met pas des trucs sur la tête, on leur met pas... moi, j'ai été... je ne sais pas ce que je peux leur dire. J'ai été étonné des réactions uniquement positives qu'a entraîné mon livre, y compris dans des milieux inattendus. Ça veut dire qu'il y a une certaine manière de parler de la vie homosexuelle qui entraîne une adhésion. Quand on l'a fait voisiner avec la question de la mort, avec la question du destin, avec des questions tragiques. Le fait peut-être de parler du sida et de rappeler la fraternité qui existait dans les hôpitaux, de rappeler les dénis de justice qui se sont produits à ce moment-là. Qu'est-ce qu'on faisait quand son compagnon mourait du sida et qu'on n'était pas titulaire du bail ou qu'on n'était pas propriétaire de l'appartement? Qu'est-ce que on faisait quand le curé organisait l'enterrement et qu'une autre partie de la famille ne voulait pas que vous soyez là? Quand vous posez les problèmes comme ça, en revenant peut-être, et vous allez me dire que c'est revenir en arrière, aux problématiques qui étaient celles de l'époque du sida, vous sentez les gens qui sont vent debout contre la vie homosexuelle, qui soudain réfléchissent et se disent oui quand même, c'est pas bien, on a raté une marche, il faut davantage de fraternité. Une des premières lettres que j'ai reçues, ça va vous étonner, mais c'est Hervé Guémard.
le mari de Clara Guémard. Ministre de la Santé, qu'on avait zappé d'ailleurs à l'époque. Et le père d'une famille de 10 enfants et grand catholique devant l'Éternel. Alors je ne dis pas qu'il faut toujours prendre une manière de confidence dans le style qui permet d'approcher les autres, mais peut-être le ton militant n'est pas celui qui s'adapte le mieux. Si on met sa vie franco-brute sur la table, ça interroge l'interlocuteur. Il n'entre pas, il ne peut pas entrer dans une position idéologique, si vous voulez, de combat politique. Et c'était le cas à l'époque du sida. C'était quand même, je le dis un peu de manière provocante, c'était une très belle époque parce que on a vécu tous des choses tragiques jusqu'au bout. C'était quand même très dur. Enfin, c'était bien sûr que c'était très dur. Repos depuis 85, je peux vous dire que pour moi, c'est pas une très belle époque. C'est une époque. Oui, mais d'un point de vue politique, c'était une belle époque. Oui, mais on aimait les gays parce qu'ils mouraient. Voilà, en gros, c'était ça. Non, j'ai pas senti. J'ai pas senti ça comme ça. Ayant aussi une riche expérience, parce que c'est pas la seule mort que j'ai accompagnée dans cette période-là. Et il y avait, si vous voulez, il y avait de la part des homosexuels un combat qui dépassait la question homosexuelle et qui dépassait les intérêts d'une communauté. Ils se battaient pour des malades qui appartenaient à tous les groupes et qui étaient en France, mais aussi de l'autre côté de la Terre. Et il y avait des médecins qui faisaient une expérience avec les malades de partage de la connaissance et des familles qui s'interrogeaient. Et qui ont beaucoup avancé. C'est le souvenir de l'époque SIDA, j'ai dit les choses maladroitement tout à l'heure, Christophe, le souvenir de l'époque SIDA m'encourage, m'empêche d'être pessimiste. Oui, c'est pour ça que c'est très étonnant qu'on ait cette hostilité aujourd'hui. C'est-à-dire qu'on se dit, mais finalement, on a pu montrer en tant que gay qu'on a pu travailler sur une question aussi grave que le sida, qu'on a pu avancer pour tous les malades. Quand on se battait ACT UP, on disait pas non, on veut ça pour les malades gays. Non, on voulait pour ça pour tous les malades. Et se dire que on a quand même depuis 30 ans fait tout ça, et ben non. On n'arrive toujours pas à ce que des gens ne puissent pas sortir de leurs ornières. Je ne sais pas ce qui leur va pas, quoi. Je ne sais pas ce qui leur plaît pas. Mais voilà, d'avoir une telle hostilité envers un groupe de population. Enfin, il n'y a quand même pas tant que ça de manifestations où les gens descendent dans la rue contre des citoyens. Aujourd'hui en France, c'est quand même assez rare qu'on manifeste contre les Noirs, contre les Juifs, peut-être contre les femmes, etc. Là, c'était quand même une manif contre les homos. On peut dire ce qu'on veut, GPA, PMA, non, tout ça, c'est pas vrai. Donc la vérité, c'était on veut pas de cette loi pour le mariage parce que on n'aime pas les homos. Point. Enfin... On pourrait en faire un grand débat, une grande émission, mais on est un peu pris par le temps. Pierrick, je te propose de reconduire les sons que tu as programmés lundi prochain. Hein, ça marche, pas de souci. Et on pourrait. En fait, le partage avec les techniciens, c'est pas aussi élaboré que vous m'attendez. Et on pourrait en fait envoyer un SMS à Jean Lebrun pour qu'il nous écoute en direct la semaine prochaine. Hein. D'accord. Hein. Métal, et qu'est-ce qu'il y avait d'autre au programme ? Métal, et qu'est-ce qu'il y a d'autre au programme à part le métal ? Indie rock. Indie rock. Oui. Le problème avec lui, c'est qu'il ne programme que ce qu'il a écouté la veille. Donc ça va être un peu difficile de prévoir. Non, pas toujours. D'ailleurs, à propos de musique, qu'est-ce que vous écoutez la plupart du temps Jean Lebrun. Vous ne serez pas étonné si je vous dis que j'écoute surtout de la musique classique. Hein. Mais laquelle un peu tout. Baroque, de toutes époques. Non, je ne suis pas tellement baroqueux, mais j'écoute... Poulenc. Ah oui, voilà. J'aime beaucoup, mais ça, j'ai essayé d'expliquer ça à notre technicien, l'époque de Stravinsky et de Poulenc, bien sûr. Voilà. On retrouve Marc pour sa chronique web.